Bienvenue dans l'univers du podcast Les Néo-Vidéo Marketeurs, le podcast dédié aux entrepreneurs passionnés par le pouvoir du marketing vidéo. Chaque épisode est une invitation à plonger au cœur des stratégies, des tendances et des innovations qui façonnent le monde du marketing vidéo aujourd'hui. Abonnez-vous dès maintenant et faites partie de cette excitante aventure. Bonjour et bienvenue dans ce live exclusif qui est intitulé, vous l'avez remarqué, Réinventer le commerce, la conciergerie avec la conciergerie. Et justement, on va voir ça avec Kevin Larieux que j'ai invité pour parler de ce sujet-là, qui est assez intriguant. Je ne sais pas pour vous, mais je trouve ce titre assez intriguant, mais extrêmement intéressant. Vous allez voir, je dis ça genre, je ne suis pas au courant de ce qui va être dit, mais si, un petit peu quand même. Et donc effectivement, aujourd'hui, on va aborder donc un sujet qui est extrêmement intéressant et qui touche chaque entrepreneur, chaque chef d'entreprise et aussi les spécialistes en data qui éventuellement nous écoutent. Alors, si vous cherchez à comprendre justement comment transformer vos modèles d'affaires grâce à une conciergerie personnalisée et une bonne gestion des données personnelles, là, vous êtes au bon endroit, justement. Là, ce soir, on va parler, en tout cas là, maintenant, ça dépend à quel moment après vous réécouterez ça en replay, mais là, on va parler de choses qui forcément vont attirer votre attention. Et donc, pour ça, j'ai le plaisir, dans un instant, d'accueillir Kevin Larieux, qui est, j'aime le dire, la force motrice d'Origine 2.0 et Symbiose Data Gestion Center. Et Kevin, justement, il va partager avec nous non seulement sa vision, mais une vision aussi qui se traduit en innovation concrète qui peuvent bénéficier à toute entreprise. Donc, vous allez découvrir les avantages de son modèle de conciergerie et comment vous pouvez intégrer cette monétisation des données dans vos pratiques commerciales, mais en restant éthique et de manière légale. Très important. Alors, restez avec nous parce que ça commence maintenant. Bonjour Kevin, merci d'être là avec moi. C'est un plaisir de t'accueillir dans mon live. C'est un vrai plaisir. On a eu l'occasion de se rencontrer quelque part sur la planète. En tout cas, de faire connaissance quelque part sur la planète. Alors, Kevin, je t'ai un peu présenté rapidement là en introduction. Est-ce que tu peux éventuellement ajouter des informations qui peuvent être susceptibles d'être intéressantes pour compléter cette présentation? Tout d'abord, bonsoir Christophe et merci pour cette invitation et cette participation à ton live. Me présenter, ça va être un petit peu trop long, on va dire, mais en gros, je suis un curieux de nature, un multitâche. Je m'intéresse à beaucoup de choses, ce qui me permet d'être observateur à l'écoute de ce dont ont besoin les personnes, ce que je pense, et mettre en place des solutions adaptées. Et on va dire, je vais citer ma fille qui avait très bien traduit le métier de papa. En fait, elle avait dit que papa, c'est quelqu'un qui trouve des solutions. Donc voilà. T'es un petit peu un MacGyver, quoi. Ouais, dans mon domaine de compétences, ouais. Alors justement, ton domaine de compétences, quel est-il? Alors, malgré moi, je suis tombé dans les cursus scolaires de l'économie et des sciences sociales, sur lequel j'ai enchaîné ensuite avec le cursus de l'expertise comptable, qui m'a amené au bord de la Méditerranée, à Marseille, sur la première expérience professionnelle en cabinet d'expertise comptable, où là est née finalement une initiation à la création, à la gestion de l'entreprise. Au monde de l'entrepreneuriat, c'est son accessibilité, parfois dissimulée ou pas forcément visible du premier regard et qui fait peur. Et aujourd'hui, donc, l'idée, depuis une vingtaine d'années maintenant, c'est de rendre accessible ce qui fait peur, de faire ça ce que ça fasse plus peur. Alors, ça serait quoi, par exemple? Qu'est-ce qui fait peur? Je pense notamment, on fait référence bien sûr aux entrepreneurs, à l'entrepreneuriat largement. Qu'est-ce qui pourrait faire peur? Je vais citer quelqu'un qui est un illustre dans sa champ de compétences, c'est Albert Einstein,
qui dit que finalement, tout ce que l'homme ne connaît pas, tout ce que l'homme ignore, n'existe pas. Et donc, du coup, tout ce qui n'existe pas, à un moment donné, si on le connaît pas, et ce qu'on ne connaît pas, on en a peur, c'est-à-dire les dangers de l'entrepreneuriat, se retrouver seul, se dire être responsable de son chiffre d'affaires, de son activité, de sa gestion, on ne se sent pas capable de ça. Et pourtant, on le fait, on a une activité, souvent, la plupart du temps, qui est salarié, donc on est capable de le faire, mais au bénéfice majeur de notre employeur. Alors, je ne n'incite pas tous les salariés à démissionner et à partir d'indépendants, uniquement s'ils sont motivés pour le faire, si ça vibre en eux, puisque c'est une finalité, on va dire un aboutissement, selon moi, de la mise en pratique des compétences qu'on a. Oui, puis rappelons quand même que pour éventuellement des salariés qui nous écoutent, tout le monde n'est pas destiné à devenir entrepreneur, comme un entrepreneur n'est pas forcément destiné non plus à être salarié ou à revenir dans le salariat, mais parce que voilà, l'entrepreneuriat, c'est vrai que c'est un domaine qui est particulier, entre guillemets, mais qui est très intéressant, comme le salariat est également très intéressant. Donc, il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde. Exactement. Et donc, alors justement, moi, quand on s'est rencontrés, donc ouais, effectivement, ce qui m'avait un peu intrigué entre guillemets, c'est-à-dire que c'est vrai que on voit, on a pu lire éventuellement cette information-là ou cette rumeur qui circule comme quoi la data serait le pétrole noir du 21e siècle. Hein. Alors c'est sujet à débat parce que j'ai lu des gens qui disent tout le contraire, enfin qui disent que c'est pas vrai, mais peu importe, c'est pas trop ça le sujet. Et c'est pas là-dessus où je veux qu'on discute, c'est surtout par rapport à la data d'une manière générale, en quoi ça représente une certaine valeur ou une vraie valeur pour une entreprise de récolter de la data. Alors, quand on pense à la data, on pense notamment au RGPD, hein, depuis mai 2018, qui a été mis en place en France, justement pour protéger la data, les données personnelles, pour les nommer précisément en bon français, et en quoi ça peut représenter de la valeur, déjà très basiquement. Alors, il faut bien préciser avant tout de quelles données on parle. Voilà. La donnée, en fait, plusieurs nature. On parle aussi de caractère. On parle souvent de caractère sensible de la data. Cela, la donnée est sensible, ça va être tout ce qui est en lien avec la santé, avec tout ce qui est vraiment très confidentiel. Moi, je ne travaille pas avec cette donnée-là. C'est une donnée qui n'intéresse que finalement des corps de métier spécifiques. Voire des hackers. Voire des hackers, exactement. Pour des faits qui sont vraiment pas recommandables. Moi, je parle de la donnée liée à la consommation. La même donnée qui est collectée auprès des fournisseurs de réseaux sociaux. On va pas tous les nommer, mais on va parler des GAFA, globalement, pour les plus connus, qui collectent de la donnée en contrepartie de l'utilisation de leurs produits, de leurs plateformes, de réseaux sociaux notamment, et qui, cette donnée-là, en fait, ils collectent les noms, prénoms, etc., mais c'est pas vraiment ça qui a de la valeur. On parle de valorisation de la donnée, mais de la donnée qui est monétisable. Qu'est-ce qui est monétisable ? On va dire c'est une donnée qui va créer une prestation ou une vente. C'est-à-dire, quel est le besoin on va dire, quelle est la recherche du client. Est-ce que par exemple, si moi je dis, voilà, moi j'aime bien les films de science-fiction, est-ce que ça c'est une donnée qui peut être utilisable, hein ? Totalement, dans le sens où tu vas rechercher, tu vas taper, et on va éviter la pub, mais on va faire un petit peu. Pour l'exemple, quand tu vas taper sur Google des films de science-fiction, après tu vas avoir des annonceurs de façon magique qui vont arriver sur ton écran en te proposant des films de science-fiction à louer ou à acheter à la Fnac. Bon, tu me pardonneras pour la pub. Il faut tous les citer, ce qui paraît. Mais bon, on a compris. Fnac, Darty, Amazon. Voilà. Exactement, comme ça, tout est fait. D'accord. Donc, et là-dessus, ça va t'inciter finalement, même si au départ c'était juste, peut-être une simple curiosité,
cette annonce va solliciter finalement ton émotion et éventuellement créer chez toi un besoin de consommation, de dire ah tiens, ils font ça là, ou tiens, ils remettent les épisodes de Star Trek, ah super en vintage, etc. Ah 99 € le coffret, ah mais c'est de bonne opportunité, j'achète. Voilà l'idée de la collecte de ces data pour créer une transaction commerciale. Elle est double ensuite. Ouais, Elle est double, puisqu'en fait, les annonceurs, donc ça c'est des entreprises qui sont de tout type. Alors il y a des entreprises spécifiques qui vont acheter à Google pour les revendre derrière après à d'autres professionnels, peu importe le corps de métier, sous forme de packs d'email, etc., de packs de données avec téléphone, etc., pour ensuite faire du démarchage téléphonique. Et ce qui est surprenant par moment, c'est que des fois, on a des messages, notamment sur les services publics, quand on fait les cartes grises, etc., sur l'autorisation à réutiliser ces données à titre commercial. Mais ça le fait, c'est-à-dire que là-dessus, lorsque, par exemple, on valide ça, il n'est pas rare que lorsqu'on achète une voiture, quand on fait le certificat d'immatriculation, etc., et bien ensuite, tous les 4 ans ou à date d'anniversaire du contrôle technique, on reçoit une offre du contrôle technique qui est à quelques kilomètres de chez nous, qui nous offre finalement une bienvenue avec une offre spéciale, moins 10, moins 20% sur le contrôle technique. Cette information, il achète auprès de l'État. L'État ne va pas se servir de manière publicitaire, par contre. Contrairement à Instagram, Facebook, Google, où finalement, non seulement ils vont vendre ces données, mais également ils vont proposer aux annonceurs de diffuser leur promotion. C'est-à-dire que d'apparaître sur le fil d'actualité. Ouais. Donc il y a double revenu pour les GAFA. Donc l'idée, c'est de pouvoir collecter ces données concernant les goûts. Aujourd'hui, c'est un constat en fait. Ça, c'est un constat, c'est comment est collecter ces données et pour répondre finalement à ce qu'on appelle la valorisation de la donnée. Ouais. La problématique, si je peux dire, même si ce n'est pas une, mais c'est peut-être une question à se poser. Comme on dit, à qui profite le crime? Très bonne question. Pas à l'émetteur aujourd'hui, pas à l'émetteur de la donnée. Ouais. Pas au niveau où elle est valorisée en tout cas. Je m'explique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une donnée, on va même beaucoup de responsables, notamment de la CNIL, vont dire que elle ne vaut rien, on va dire à l'unité. Ce qui n'est pas faux, d'absolu, c'est quelques centimes d'euros. Ça vaut rien, ça rend pas un homme riche, ou une personne riche, ou une femme riche. Par contre, c'est une question d'offre et de demande à un moment donné. C'est-à-dire qu'effectivement, la donnée personnelle, exploitée comme elle est exploitée aujourd'hui, elle est dévalorisée. Elle est dévalorisée, pourquoi? Parce que ça n'aboutit pas à 100% sur une transaction sûre. Parce qu'il y a des démarchages téléphoniques, il y a des démarchages de mailing, etc. Il y a tout un cinéma derrière, un process commercial qui fait que on essaye d'aller attraper le prospect et de le transformer en client. Aujourd'hui, soyons clairs, la transformation du prospect en client, elle est peut-être de 0,5% sur ce type d'achat de données. Alors que si finalement on adapte ça et finalement on va directement auprès du consommateur, auprès de l'émetteur de la donnée, et si on lui proposait un deal justement de lui louer directement sa donnée personnelle, c'est-à-dire sa donnée qui va créer la consommation. Effectivement, là, il aurait un bénéfice direct à choisir le prestataire sans être forcément démarché. Donc, ce qui lui permettrait d'avoir une ressource supplémentaire, etc. C'est un petit peu l'outil marketing qui a été mis en place par mes soins depuis maintenant une dizaine d'années. Ah oui, donc ça fait 10 ans que tu as mis en place cet outil marketing. Ça fait 10 ans que je construis au fur et à mesure des années. Cet outil marketing que finalement, quand l'expertise s'est affinée réellement sur ces 3-4 dernières années, puisque c'était complexe avant,
de parler du sujet data, parce qu'en fait, peu connu en 2014. On arrive, je suis un ovni là-dessus. Donc, puisqu'on parle juste d'adresse mail, on est vraiment 14 ans après, on va dire, l'éclosion des sites Internet. Le marché 2.0 est un marché très, très, très récent. Hein. Si on le résume à l'existence humaine. Ouais. Donc là-dessus, effectivement, il a fallu une dizaine d'années pour arriver à affiner une expertise et à avoir vraiment un modèle économique, un outil marketing qui est compétitif et qui peut être ouvert au grand public. C'est surtout ça. Après l'avoir essayé, après l'avoir expérimenté. De façon, Quand le grand public, c'est un outil marketing qui est destiné avant tout aux entreprises, on est d'accord? Absolument pas. Absolument pas. Absolument pas. Pourquoi? Parce que particulier lambda, je peux venir te voir et te dire ça m'intéresse. Mais d'absolu, ça concerne tout le monde. Ce n'est pas, en fait, il n'y a pas de discrimination, entre guillemets, positive ou négative dans ce type de démarche, dans ce type de philosophie. Elle est clairement destinée à remettre le consommateur au centre de la consommation, là où il doit être. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un outil marketing qui va valoriser l'acte de consommation. Aujourd'hui, il faut être clair là-dessus. Il n'y a pas de consommation sans consommateur. Il faut être clair là-dessus. Qui a le pouvoir d'achat? C'est le consommateur. Là-dessus, si on est honnête sur ce point-là, sur ce postulat, mais du coup, on a envie de dire, bon, ok, on va être juste avec le client, avec le consommateur, de façon à ne pas l'exploiter, à ne pas lui créer un besoin qu'il n'a pas, mais à répondre réellement à ses besoins. Ouais. Aujourd'hui, le sujet, clairement, on parle de pouvoir d'achat. C'est le sujet. Et c'est la question qu'il faut se poser aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a peut-être, je ne veux pas exagérer parce que je ne connais pas les chiffres, je ne suis pas un statisticien à ce point-là, elle a peut-être à 5-10 fois le pouvoir d'achat de nos générations d'avant. Et selon les statistiques, toujours, on vit moins bien. Donc, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que l'éducation à notre consommation? Et après, je vais répondre quand même par rapport à ton... Quand je ne dis pas du tout sur la cible, c'est parce qu'en fait, derrière chaque entrepreneur, il y a un consommateur. Oui, bien sûr. Et que l'outil marketing, par contre, du coup, effectivement, il peut être au bénéfice, il est au bénéfice du consommateur. Mais effectivement, il peut être utilisé par l'entrepreneur là-dessus, puisque là, pour le coup, une fois que finalement le client, enfin le prospect, devient client du système économique là-dessus, potentiellement tous ses besoins sont exposés et là-dessus, les prestataires, les artisans, etc., ont la possibilité d'y répondre. Un petit peu comme finalement une foire d'expo à la donnée. C'est-à-dire que tu peux, par exemple, arriver sur la plateforme et dire, voilà, moi j'ai besoin d'une formation en création d'entreprise. Comme tu l'auras compris, c'est mon cœur de métier. Ouais. Et tu peux avoir plein de conseils, potentiellement, mais c'est pas visible pour toi, c'est visible uniquement pour les artisans qui vont en venir, les artisans du conseil ou de la formation, etc. Et qui vont dire, cette donnée, elle m'intéresse, je veux cette personne comme client. Et là, tu peux assister à une sorte d'enchère de la donnée, finalement, qui va potentiellement être le débat entre les prestataires qui vont dire non, moi pour m'assurer de la transformer en client, moi je suis prêt à acheter cette donnée un tel montant. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement cette donnée, elle va permettre finalement de pouvoir créer une ressource chez le consommateur, une ressource inédite. Alors, inédite, c'est-à-dire, explique-nous. Aujourd'hui, clairement, une société commerciale ne peut pas rémunérer ou verser une somme d'argent sur le compte des particuliers, des consommateurs, sans motif. Quel est le motif aujourd'hui qu'on connaît tout le monde, qui est dans les standards? C'est un employé de la société. Donc là, le virement est justifié par le salaire.
on est en adéquation, ou c'est la société achète quelque chose aux particuliers. Aujourd'hui, quand on parle de monétisation et d'achat de la donnée directement auprès du particulier, ben, c'est une nouvelle ressource qui est inédite, puisqu'aujourd'hui, ça ne se fait pas. Dans le sens qu'aujourd'hui, toutes ces données-là suivent un processus commercial qui est complètement différent, puisqu'il y a une collecte de la donnée qui ne bénéficie pas à l'émetteur de la donnée, et ensuite qui part dans les tuyaux de la consommation et qui va déclencher des appels, du démarchage, etc. Aujourd'hui, le particulier, l'émetteur de la donnée, ne perçoit aucune ressource hormis le droit d'utiliser la plateforme du réseau social. Quand je parle de nouvelles ressources, c'est-à-dire, imaginons ce que je fais moi aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, cette donnée-là, je la monétise, c'est-à-dire le besoin du client, je le monétise en lui versant une somme d'argent, en lui disant, voilà, moi, ce besoin m'intéresse parce qu'il va déclencher une prestation dans le groupe économique que je constitue. On y est? On y est, j'espère que tout le monde arrive à suivre. Parce que... Non, mais après, la difficulté qu'il y a, ou pas d'ailleurs, c'est quand même que c'est l'objet de mes formations. Ouais. Il y a des formations on peut se faire une idée globale, une idée générale. On parle d'un sujet quand même qui ne passe pas encore à TFM, dans le sens de la monétisation de la donnée personnelle, au bénéfice du particulier, mais le système passe sur TF1. Et pour ceux qui seront intéressés, je partagerai tous les reportages liés au process. Donc ça sera effectivement de façon gratuite, de façon à sensibiliser la place de la donnée et qu'est-ce qu'on fait de nos données. Qu'est-ce que ça génère comme économie? Quand on parle de, par exemple, 3 000 milliards de dollars. Rien que le marché de la donnée. C'est énorme. Quand on parle de sommes colossales investies sur du personnel pour démarcher le particulier pour répondre à ses besoins ou lui créer des besoins, etc. Ils ne font pas de façon bénévole. Ça a un coût. Donc, à un moment donné, ce sont des entreprises qui cherchent une valeur ajoutée. Donc, si derrière, ce n'était pas un marché où ils étaient bénéficiaires en mode XXL, je vois mal une entreprise payer une personne, je ne sais pas, 2 000 € par mois à faire du démarchage téléphonique si rien qu'avec la donnée, elle n'amortit pas ce salaire. Il faut se poser la bonne question. Donc, faire la bonne formation. Donc, te contacter. Pour ceux à qui ça intrigue, bien sûr, pour qu'ils comprennent ce mécanisme-là, les détails, bien sûr, puisque c'est difficile, c'est pas complexe, c'est simpliste, et c'est surtout que quand on voit le mécanisme, au final, on se dit, mais pourquoi il n'y a personne qui le fait? Justement, c'est un peu la question qu'on pourrait te poser là. Mais la question, en bas, elle est légitime, dans le sens où aujourd'hui, on est dans des méthodes commerciales qui sont, on va dire, à l'opposé de cette pratique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des études, et attention, il n'y a aucun jugement de ma part, mais qui s'appelle BTS Force de Vente, où on apprend à manipuler ou à avoir le discours juste par rapport à la posture, pour convaincre, etc., la consommation. On est dans un environnement qui nous sollicite souvent à la consommation, dans les périodes de solde, etc., etc. Et au final, ça sert à quoi? Ça sert finalement à solliciter notre pouvoir d'achat. D'accord? Donc là-dessus, c'est pas pour le bienfait notre bienfait à nous, c'est pour le bienfait de ceux qui, des entreprises qui, eux, doivent faire du chiffre parce qu'ils ont des charges,
mais c'est les activités que voilà. Et donc du coup, c'est leur process de promotion, de publicité. Il y en a qui font des campagnes télévisuelles. Il y en a qui investissent leur argent sur des vidéos marketing, sur des sites internet, sur des commerciaux. Mais moi, j'ai investi ma publicité totalement, mon budget publicité il est totalement investi sur mon client, sur la donnée de mon client. Je ne fais pas de publicité ailleurs. Ma meilleure publicité, c'est le client. Mais tu sais, je vais te dire un truc. Parce que tu viens d'évoquer un mot qui s'appelle vidéo marketing. Et évidemment, c'est un mot sur lequel je suis sensible parce que c'est un peu mon cœur de métier, tu vois. Mais en même temps, c'est ce que j'aime expliquer, c'est un petit peu ce qu'on évoquait entre choisir le salariat ou l'entrepreneuriat. Là, en termes d'action commerciale, c'est un peu pareil. Je veux dire, on peut faire de marketing vidéo. Si on est sensible à ça et qu'on a envie d'explorer cet outil-là, c'est OK. Si on a envie d'utiliser d'autres outils ou d'autres méthodes, c'est OK aussi. Si on veut utiliser la méthode de Kevin, c'est OK aussi. Oui et non, je vais te dire. Attention, hein. Je vais te dire oui et non. Parce qu'en fait, tu vas interroger, je pense, sur 100 entrepreneurs, Ouais. tu vas leur décrire ton activité. Sur les 100, il va y en avoir 99 qui vont te dire « Ouais, c'est génial ton truc ». Quand tu vas leur dire le coût, on va dire « Ah, c'est pas ma priorité Ouais. ». Parce que c'est une question de culture. Ouais. Aujourd'hui, en France, là encore une fois, c'est pas de jugement, c'est de l'expérience, puisque bon, moi j'étais au cœur des artisans pendant une vingtaine d'années, donc je parle des TPE, des entrepreneurs et des artisans qui ne sont pas formés à un chef d'entreprise, ne sont pas formés à avoir des perspectives, ne sont pas formés à toutes, on va dire, les axes de développement d'une entreprise. Mais ils sont experts dans leur activité, dans leur savoir-faire, ils sont experts. Et culturellement, ils vont pas investir 1 000 euros, 2 000 euros sur une vidéo, même si tu leur promets que ça va leur rapporter 10 000 euros de chiffre d'affaires. Culturellement, c'est impossible aujourd'hui. À 80%, on va utiliser la loi de Pareto. 20% vont dire, ouais, je sais. Et encore, ce sont des initiés qui vont avoir conscience de l'effet publicitaire de publicitaire que tu peux générer. Mais il y en a qui vont dire, non, ça coûte trop cher. Non. L'idée de l'entrepreneur, c'est de ne pas voir les coûts. De ne pas prioriser les coûts. C'est de les optimiser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce que tu es prêt à faire pour, finalement, gagner plus, t'assurer du chiffre d'affaires. Faire des vidéos. Par exemple. Mais c'est un moyen. C'est un moyen, effectivement. Et puis après, l'autre moyen, c'est la data. Les deux sont compatibles. Imaginons que ceux qui n'ont pas les moyens de s'offrir tes services, ou les services de tout ce qui, on va dire, gravite dans le système économique que je représente, se disent, tiens, il m'a parlé de valorisation de données personnelles, etc. Tiens, je vais suivre sa formation pour voir comment je peux monétiser ma donnée, donc mes besoins en communication, mes besoins en tout secteur d'activité, puisque l'idée de conciergerie, c'est vraiment de regrouper tous les champs de compétences, tous les domaines, ne pas fermer de champ des possibles, dans la limite du légal, bien entendu, et finalement de permettre de créer des ressources pour qu'ils puissent finalement se financer des prestations de services comme du vidéo marketing. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, moi, cet outil marketing, en toute honnêteté, je l'ai mis en place parce qu'en tant que prestataire de service très jeune, puisque je me suis lancé à 25 ans, ce qui ne me rajeunit pas, j'avais une angoisse à facturer mon client. Une angoisse. Pourquoi ? Parce que ma prestation, elle impactait uniquement sur les économies que je pouvais lui faire au travers de mes conseils, de mon savoir ou de la transmission de savoir que je pouvais lui transmettre. Et là-dessus, c'est quelque chose d'immatériel. L'économie, c'est quelque chose
de virtuel, c'est-à-dire que c'est pas d'argent qui arrive sur ton compte, c'est de l'argent qui ne part pas sur ton compte, de ton compte. Et c'est particulier comme émotion. C'est pas la même chose. Si moi j'arrive et je te dis, tiens, avec ma formation, t'arrives, t'as des euros qui sont crédités à ton compte. C'est visuel. C'est à la portée de tous. Si pendant les quelques années que j'ai fait dans l'accompagnement des chefs d'entreprise, etc., ils n'ont pas conscience des euros qui ne sont pas partis, qui n'ont pas été débités de leur compte, grâce au savoir que j'aurais transmis. C'est pas le même effet. Et ça, il faut en tenir compte. Mince, ça te laisse pantois. Ça ne me laisse pantois ou pas moi, ça dépend. Ouais, je trouve ça assez... la manière dont tu présentes les choses, je trouve ça vachement intéressant. Et de toute façon, je vais te dire un truc. Il y a... Je vais peut-être paraphraser ce que tu as déjà dit, mais c'est vrai que... déjà, les data ou les données, pour dire ça en bon français, c'est un sujet sur lequel ça mérite quand même de se poser, de réfléchir. Et puis en tant qu'entrepreneur, encore plus, de se dire voilà comment je peux exploiter les data d'une manière générale. Rappelons-nous également, parce que tu évoquais les GAFAM tout à l'heure, Facebook, Google, Amazon pour les principaux, mais je pense notamment aux réseaux sociaux en particulier, parce que ça c'est significatif, tu vois. Enfin, les gens enfin les entrepreneurs notamment, on va parler d'eux en particulier, mais les entrepreneurs qui se positionnent sur les réseaux sociaux, et ils ont raison, bien entendu. Sauf que moi, ce qui me pose toujours problème, c'est que parfois ils prennent pas conscience de ce que sont ces réseaux sociaux-là au sens monétisation ou commercial du terme. Je m'explique. On connaît tous cette phrase, si c'est gratuit, c'est toi le produit. Voilà, quand on dit ça, on a tout dit, quoi. Si c'est gratuit, c'est toi le produit. C'est-à-dire que quand tu vas sur Facebook, c'est gratuit. Tu peux ouvrir un compte, un profil sur Facebook, c'est totalement gratuit. Tu peux publier sur Facebook, c'est totalement gratuit. Tu peux même faire ta pub sur Facebook, faire des publications promotionnelles, en tous les cas, sur Facebook, c'est gratuit. Après, il y a évidemment de la publicité au sens propre du terme qui est vendue par Facebook. Mais dans la partie gratuite de ce genre de prestations, ils utilisent tes données. Quel livre j'aime bien lire, quel film j'aime bien lire. C'est pour ça qu'ils te demandent, quand tu ouvres ton profil, de renseigner ce genre d'informations, parce que ça va leur être utile ensuite pour pouvoir commercialiser ces données auprès des annonceurs qui veulent faire de la pub là-dessus, quoi. Et on l'accepte. Et on l'accepte. Le consommateur l'accepte. Totalement. Parce que c'est une question d'habitude. Bien sûr. Parce qu'en fait, ils savent pas que potentiellement, en fait, ils vendent leurs données. Ils les échangent en contrepartie de l'utilisation. Et pour ceux qui en sont des fidèles de Facebook, il est apparu il y a 3-4 mois, je crois, c'était en 2024, un message au Facebook ou Instagram, je ne me souviens plus exactement qui, c'est le groupe Meta, qui proposait soit un abonnement de 13 € par mois sans publicité pour l'utilisation de la plateforme, soit c'est gratuit et les publicités courent toujours. Et je suis pas convaincu, tu vois, je partage pas cette conviction que tout le monde le sache, justement, que quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Je suis pas convaincu que tout le monde le sache. Et mon métier, c'est, si tu veux, c'est autant prendre soin de l'entreprise en lui accordant, on va dire, une visibilité un peu plus poussée sur sa façon de convertir un prospect en client, quelles sont son action maximale qu'il peut s'autoriser à faire pour pouvoir le convertir. Et le particulier, lui, finalement, quel est son positionnement, quel est le soin qu'on peut lui apporter pour finalement le sensibiliser sur ce mode de consommation, de dire stop, lui pause, qu'est-ce qui se passe? Que la consommation repose uniquement sur l'émotion. C'est notre schéma commercial. Voilà, je ne veux pas détruire les idées ça a le mérite d'exister. Et tant mieux, il faut bien un ordre établi, ça s'appelle de l'économie. Mais à un moment donné,
on peut aussi se donner la liberté de bouleverser cette économie. Ce système, cet outil marketing, je ne suis pas un inventeur. Je me suis inspiré de ce qui se faisait en 1930. Il y a 100 ans. Il y a 100 ans, il y a un gars qui a fait ce genre de choses. Il s'appelle Henry Ford. Alors, il y a, bien sûr, attention, je ne fais pas la promotion du travail à la chaîne, de la pénibilité, des mal de dos, etc. Attention, je ne suis pas là-dedans. Mais dans chaque innovation, forcément, il y a des choses qui sont condamnables et à corriger. Mais la bonne morale le fait. Ça, c'est pas un problème. Les porteurs de la bonne morale sont nombreux. Mais voir aussi ce que ça a pu amener. Je l'explique même. Ford, en 1930 et des poussières, je n'ai plus l'année exacte, a décidé finalement de dire comment je peux réduire le coût de fabrication de mes voitures. Ford, c'est le créateur des Ford T, tout ça, on est d'accord. On ne parle pas de comment il s'appelle l'acteur de cinéma, on parle de Henry Ford. Là-dessus, et non Harrison Ford, pardon. Harrison Ford, ouais. Voilà. Et ce garçon a dit, bon, ok, j'ai réussi, il y a le travail à la chaîne, à réduire mes coûts de production. Ok, c'est cool. Par contre, ça ne me répond pas à la question d'aller chercher plus de clients pour, justement, générer plus de volume. Mais il a dit, bon, ok, mais je vais payer mes salariés 5 fois plus que la concurrence. La fameuse théorie du $5 days. Et là-dessus, il a créé la ressource nécessaire à ses employés de pouvoir finalement s'acheter ses propres véhicules que lui leur faisait produire. Et je crois que le modèle d'Apple coûtait dans les $290, je crois. Donc, super accessible, du coup, finalement, aux employés. Puisqu'on est quand même, on va dire, à la sortie du véhicule, de la voiture, etc. On a l'éclosion de ces technologies-là. Et, en fait, il a créé la ressource à ses propres clients, ses propres salariés, pardon, qui sont devenus ses propres clients. C'est fabuleux. C'était une très bonne technique parce que du coup, ils devenaient les ambassadeurs de la marque et c'était tellement plus facile par ce biais-là, entre autres, de pouvoir commercialiser les véhicules. En plus, d'autant que derrière, il y a tout ce qui est service après-vente, la production des pièces, etc. Puisque c'est un bien de consommation qui a une usure relativement rapide. On va pas refaire le domaine de l'automobile, on le sait. À aucun moment, on essaie d'inventer un peu à l'usure impossible. Inusable. Ouais. Inusable. On n'essaie pas d'inventer le moteur à eau. On n'essaie pas tout ça. Ouais. Parce que ce n'est pas bankable. Ce n'est pas monétisable. Donc, à un moment donné, il y a une économie qui est en place. Il faut la respecter. Et voilà, après, forcément, ça allait coûter plus cher. C'est-à-dire que, ça lui coûtait $5 par heure. Il fallait qu'il amortisse ça. Ouais, il a fait le pari. Le succès qu'il a eu. Donc, au final, s'inspirer de ce qui a été fait en améliorant les choses. Pourquoi pas? Et surtout, en le mettant dans des domaines bien particuliers où, finalement, il n'y a pas de pénibilité du travail, etc. Et donc, toi, tu t'es inspiré de Monsieur Ford pour mettre en place? Entre autres. Non, entre autres, je me suis inspiré surtout de l'écoute que j'avais et d'observation que j'ai eue des besoins qu'on me communiquait. Ouais. Je l'ai mis en place malgré moi. Moi, il fallait que il était important pour moi de trouver une solution, de créer une ressource chez le client pour qu'il puisse payer mes services de façon à m'enlever cette angoisse que j'avais, de cette culpabilité qui n'était absolument pas légitime commercialement parlant, mais qui est parfois le frein de certains entrepreneurs. Ils n'osent pas. Ils n'osent pas facturer, ou ils n'osent pas faire un rappel, ou ils perdent énormément d'argent dans le recouvrement parce que le fameux, ils sont trop gentils. Ça concerne certains, c'est une réalité.
Et ça peut finalement euh, rendre une entreprise à l'état de faillite. Et c'est dommage, pourquoi? Parce que finalement, les impayés ne sont pas forcément dus à un travail de mauvaise qualité, mais juste à des mauvais payeurs. Mmh. Donc voilà, en fait, le monde de l'entrepreneuriat est quand même multidimensionnel sur lequel je pense qu'il est important de ne pas ignorer, on va dire, les axes de développement et surtout de ne pas exploiter ou considérer le client comme une vache à lait. En fait, c'est une question d'équilibre des relations, en fait. Cet équilibre entre le lien de client à entrepreneur, à commerçant, etc. C'est vraiment cet équilibre sur lequel il faut être vigilant pour rendre finalement une consommation juste et équitable. Je ne te parle pas de tout ce qui est écologie, etc. C'est pas mon métier. C'est pas mon champ de compétences. Et j'admire ce qu'ils font et je les soutiens pleinement. Il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas mon champ de compétences. Moi, quand je parle d'économie solidaire, circulaire, équitable, c'est où le client a la même place finalement que le prestataire. C'est du donnant-donnant. C'est le fameux win-win. Hein. Et c'est ça qui est bien, c'est ça que j'aime bien dans ton concept justement, tu vois, parce que effectivement, je me permets de rappeler ce que tu viens de dire, c'est que arrêtons pour certains, en tous les cas, de considérer le client comme une vache à lait qui est là juste pour pouvoir donner son fric pour une boîte et la boîte en question, on n'en a rien à faire en fait de l'humain qui y a derrière ce consommateur. Et ça rejoint, enfin, je vais peut-être, je vais partir un peu plus loin dans le raisonnement, mais il y a cette idée aujourd'hui dans notre société économique et commerciale actuelle qui fait que on arrive dans un système de déshumanisation qui est un petit peu agaçant, quoi. Donc et j'aime bien moi cette idée, toi, de replacer le client au cœur de toutes les transactions commerciales qui peuvent y avoir, parce que encore une fois, c'est lui quand même qui nous permet de remplir notre frigo et de pas le considérer à sa juste valeur en tant qu'être humain notamment. Je trouve pas ça très éthique pour le coup. Alors c'est très intéressant et tu me permettras de rebondir là-dessus. Ouais, je rebondis. Sur le phénomène de déshumanisation de la consommation. Moi, je vais te poser la question, hein, tu vois, on va inverser les rôles. Est-ce qu'à un moment donné, elle a été humanisée, cette consommation? Bah oui, d'une certaine manière, parce que ça a été, enfin, je veux dire, c'est un moyen au sens noble du terme de créer du lien social aussi, tu vois. J'arrive, j'ai un produit, ça t'intéresse, on discute, machin. Enfin, je sais pas, même ne serait-ce qu'à l'époque, parce que là, je suis en train de réfléchir à l'Antiquité, etc. Mais même au siècle dernier, enfin, je veux dire, on allait sur les marchés, on discutait. Il y avait le marchand de fruits et légumes. Tiens, j'achète tes pommes. On discute 2 minutes, tu vois. On n'est pas dans une logique aujourd'hui. On est dans un système qui déshumanise totalement les relations humaines. Preuve en est, si on va notamment dans des endroits comme les supermarchés ou les hypermarchés, va trouver un vendeur avec lequel tu puisses discuter et qui puisse tout au moins te renseigner. C'est compliqué. C'est compliqué. Tu as juste des trucs, des étals avec des produits et c'est toi qui dois te dire, tiens, c'est peut-être ça qu'il faut que je m'achète, quoi. Là, si je perds 2 heures pour trouver quelqu'un pour me renseigner, et encore, si la personne arrive à me renseigner correctement, tu vois, parce que les gars, ils sont même pas formés, et en plus de ça là-dessus, elle est où la relation humaine là-dedans, tu vois? Enfin, je veux dire, c'est pour ça, enfin, je vais en extrapolant, parce qu'il y a des gens... Bonne réponse. Merci, maître. Mais en extrapolant, tu vois, cette idée-là, tu vois, enfin, je veux dire, moi, je me suis formé à l'IA, enfin, en tout cas, à ChatGPT et ces choses-là dont on parle aussi par ailleurs. Et tu as des gens qui disent, ouais, ça a supprimé des emplois. Alors, oui, ça a supprimé des emplois. Mais bon, en revanche, ça va en créer de nouveaux aussi. Hein. Faut pas perdre ça de vue, quand même, de l'esprit. Et par contre, ce qui est sûr, c'est que tous ces métiers-là, effectivement, ça va être remplacé par des robots parce que quel est l'intérêt d'avoir un humain? Enfin, en reprenant le contexte actuel tel que je viens de le décrire, il n'y a plus de relations humaines. Donc, ça sert à quoi d'embaucher des êtres humains? Parce que finalement, c'est des robots. Hein, ils sont juste là pour prendre des barquettes. Là, j'ai regardé il n'y a pas longtemps là, un reportage qui a été diffusé sur YouTube, enfin qui a été diffusé sur France 2, mais
que j'ai vu sur YouTube, d'Élise Lucet, justement, qui parlait du cas Lidl. Vous pouvez retrouver cette vidéo sur Internet. Hein. C'était une vidéo où il parlait de Lidl et d'Amazon, donc c'est facile à retrouver. Et là, tu te dis, mais en termes de déshumanisation, ah ouais, on est en plein dedans. Donc là, tous ces gens-là, c'est clair, ils vont disparaître au profit de robots demain qui vont faire leur boulot et qui seront jamais malades parce que le problème, c'est que c'est des métiers extrêmement difficiles et au bout d'un moment, les gens se retrouvent en arrêt maladie. Donc, pour éviter ça, on va prendre des robots. Et l'humain, il est où dans tout ça? Alors, il ne s'agit pas d'opposer l'IA avec l'humain, c'est pas l'idée. Les deux peuvent tout à fait être compatibles. Hein. Mais à partir du moment où, encore une fois, tu places l'humain au cœur de tes process et tu rajoutes des trucs, ça peut être l'IA, ça peut être n'importe quoi à côté, peu importe. Ouais, mais c'est ça l'idée, quoi. Seulement, en fait, il faut pas, comme tu as si bien dit, il ne faut pas opposer la valeur sociale à la valeur technologique et à la valeur monétaire. Du tout. Elles sont totalement associables. Et en fait, mais moi, mon cœur de métier, et de plus en plus, c'est cette volonté de transmettre un savoir, c'est-à-dire mon expérience, mes champs de compétences, bien sûr, à qui ça intéresse sans vouloir les imposer, toujours sans jugement, surtout pour finalement apporter justement une autre vision, des solutions peut-être sur lesquelles les personnes n'auraient pas pensé. Et c'est surtout sur un petit peu faire notre part de notre job en éveillant, en fait, en sensibilisant, en transmettant du savoir. Peut-être que ça parlera à certains, moins à d'autres, mais on peut évoquer l'allégorie de la caverne de Platon. Et là-dessus, je laisserai à ceux qui sont intéressés le loisir d'aller chercher sur votre ami Google ou sur ChatGPT. Parce que c'est important de comprendre finalement ce que c'est l'accès au savoir, ce que c'est finalement savoir, c'est opter pour une certaine liberté, une liberté de comprendre, et c'est surtout la possibilité d'aller collecter des informations auprès de l'intelligence artificielle, auprès de Google, etc., pas afin d'absorber, mais afin de pouvoir la contredire, afin de la valider ou de l'invalider. C'est comme ça qu'on passe uniquement du système de collecte d'informations à une science, c'est-à-dire un savoir. C'est-à-dire cette capacité qu'on a, nous, à valider finalement une information. Sauf qu'aujourd'hui, que ce soit par rapport au domaine des artisans, où on va dire, ben non, vous n'êtes pas capable de comprendre ce que c'est un compte comptable. Vous n'êtes pas capable de comprendre ce que c'est un prévisionnel. Vous n'êtes pas capable de calculer une TVA. Vous n'êtes pas capable de comprendre un impôt. Vous êtes capable de rien, juste à faire votre expertise, de votre métier de plombier, d'électricien, etc. Mais vous inquiétez pas, il y a des gens qui sont capables. Mais moi, ça m'embête un petit peu dans ma philosophie de déléguer à des gens des choses que je ne sais pas faire et que je ne comprends pas, en fait. Pour moi, il est important que les gens se responsabilisent sur leur savoir. Pourquoi? Parce que s'ils se responsabilisent sur leur savoir, ils vont prendre un certain goût à la liberté de comprendre et de ne pas adhérer ou de ne pas valider quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Pourquoi? Parce qu'on leur a dit qu'ils n'étaient pas capables. Et on te le dit assez vite dans le cursus scolaire. Non, tu n'es pas capable. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas eu la bonne note. Je ne fais pas l'apologie de certaines écoles ou ne condamne pas un système scolaire en particulier. Là, encore une fois, ce sont que des faits. Je ne suis pas là en termes de révolutionnaire. Je dis juste qu'à un moment donné, il y a des faits qui donnent certaines situations. Et que là-dessus, le savoir, c'est une façon de se responsabiliser sur la portée de nos actions. L'idée de savoir, c'est de pouvoir agir. Alors, souvent, on va dire, ouais, mais en fait, c'est pas ma faute. C'est pas ma faute. Moi, moi, je suis responsable de tout. Pourquoi? Parce que ça me donne le contrôle, finalement, de pouvoir espérer le changement de ce que je ne cautionne pas.
Donc, à partir de là, je vais chercher, je vais collecter. Moi, je l'ai dit en préambule, moi, je suis un curieux de la vie. Je m'intéresse à tout. Et c'est pour ça que j'ai pu, on va dire, associer finalement une multitude d'informations, une multitude de besoins, sans faire de discrimination sur le public. À un moment donné, il y a une public de sportifs de haut niveau qui s'est érigé devant moi, sur lequel je pouvais finalement faire fortune. Et puis finalement, je me suis dit, mais non, il n'y a pas de sens. Je préfère être utile à une personne, à lui faire gagner peut-être 200, 300, 400 euros de pouvoir d'achat par mois, parce qu'elle va toucher le SMIC, et ça va être quelque chose de significatif, qu'à une personne qui touche 400 000 euros par mois. L'impact n'est pas le même. Et moi, je suis un homme à impact, parce que je donne du sens à l'impact. Et tout le monde va faire ça. Tout le monde va, on va dire, aller sur un environnement sur lequel il va être reconnu. Tout le monde, a priori. Après, l'objectif de faire de l'argent, enfin, l'idée d'avoir cet objectif, du moins, de faire de l'argent ne doit pas être forcément une option. Enfin, en tous les cas, pour moi, en ce qui me concerne, je considère que c'est pas une option. C'est pas un objectif, en tous les cas. Moi, tu vois, parce que tu prends des chiffres intéressants entre 400 et 400 000. Et c'est vrai, quand on voit sur Internet certains qui viennent te dire oui, en 28 jours, je te promets de gagner 5 000 euros par mois, c'est juste ma méthode. Mais ils ont raison. Et ils ont raison de faire ça. Ils ont raison, puisqu'en fait, le consommateur, celui qui va le suivre, lui donne raison. Et alors que moi, je vais, on va dire, initier justement le lecteur, le spectateur à une autre vision. Mais tu sais, je vais te dire un truc, Kevin, quand même. La différence, parce qu'il y a certains qui pourraient me dire oui, mais bon, Kevin, c'est peut-être la même chose. J'en sais rien, c'est pas le sujet. Il y a quand même une différence majeure entre l'exemple que je viens de donner, qui est quand même assez général quand on regarde, notamment sur Facebook, parce que ça pullule ce type d'individus sur Facebook. C'est des gens qui sortent de nulle part, hein, qui n'ont pas de passé entrepreneurial, j'entends, qui n'ont pas de passé, on ne sait pas ce qu'ils ont fait avant, si tant est qu'on arrive à découvrir ce qu'ils ont éventuellement fait avant, et qui racontent une histoire pour endormir un peu les gens et ce que les gens viennent consommer leurs produits ou leurs services. Et la différence, donc ce que je veux dire par rapport à toi, donc je rappelle ce que tu as dit tout à l'heure, 20 ans dans l'artisanat, c'est ça, dans le monde de l'artisan. Ça fait 10 ans que tu développes ce concept marketing, tu l'as affiné ces 3-4 dernières années. Je veux dire, tu sors pas de nulle part non plus, tu vois. Oui, mais c'est pas pour autant que ceux qui n'ont pas ça, qui n'ont pas ce même cursus, sont condamnables. Une fois de plus, ils répondent, on va dire, à un besoin. Aujourd'hui, on a peut-être une société qui a besoin de rêver, de rêver, de devenir millionnaire du jour au lendemain. Et d'être le prochain youtubeur à succès, le prochain, celui qui va avoir 1 million de followers parce que ça va être rémunéré par YouTube, etc. C'est business. Ce sont des vendeurs, ils répondent aux besoins du consommateur. Ce sont des vendeurs de rêves ou des bons alimentaires, mais tu sais, par rapport à ça, je vais te dire un truc. Moi, le cinéma, c'est une de mes passions également. Et j'ai longtemps fréquenté le monde du cinéma aussi. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'on voit toujours les stars, les paillettes, les stars qui gagnent beaucoup d'argent notamment. Et j'ai vu aussi des gens qui n'étaient pas du tout des stars, en tous les cas qui n'étaient pas sous les feux des projecteurs, qu'on voyait pas spécialement non plus à la une des médias, etc. Et pour autant qui vivaient très bien. Et quand je dis très bien, c'est pas 400 euros par mois, hein, c'est-à-dire qu'ils vivent correctement, quoi. Alors tout dépend où on met le curseur, bien entendu, mais pour moi correctement, enfin je sais pas combien c'est la moyenne nationale aujourd'hui en France, si c'est 2000 ou 3000 euros pour être considéré comme riche aujourd'hui en France, mais si on prend ce chiffre-là, voilà, c'est des gens qui étaient au-dessus de ce chiffre-là. Donc, je veux dire, de la même manière, dans l'entrepreneuriat, chercher à vouloir être millionnaire pour devenir le nouveau youtubeur à succès. Pourquoi pas, hein, je veux dire, ça peut être un objectif que je respecte totalement, mais en même temps, tu vois, faut pas non plus que les gens rêvent là-dessus. Quand tu questionnes parfois des enfants qui te disent, moi, je veux devenir youtubeur, t'as raison, ça peut être une bonne option, hein, y a pas de souci là-dessus, mais
je veux dire, tu sais, c'est comme ma fille à un moment donné, parce que bah, voilà, étant passionnée par le cinéma, je l'avais un peu influencée là-dessus pour qu'elle fasse du théâtre ou voir du cinéma. Et je l'ai fait rencontrer un jour une comédienne que je connaissais, enfin que je côtoyais un petit peu à ce moment-là, qui s'appelle Horatica pour la nommer. Et elle lui a bien dit que le milieu du cinéma, c'est très compliqué, quoi. C'est très compliqué pour arriver à percer. Et alors, on peut en vivre, hein, mais comme je l'évoquais tout à l'heure, mais c'est très compliqué. Donc, elle lui a dit, trouve-toi un boulot quand même à côté. Puis si éventuellement, voilà, si l'opportunité se présente, pourquoi pas, quoi. Mais fais pas l'erreur de foncer tête baissée dedans parce que les médias font rêver les gens, etc. Tu vois. C'est c'est une question de génération. Toi, tu as employé des mots comme bonimenteur ou vendeur de rêve, etc. Chose que je ne me permets pas. Moi, Alors, il me permet, je suis sur ma chaîne YouTube, je fais ce que je veux. Exactement, et tu as bien raison. Mais tu as dit, sinon, il faut pas trop traiter parce que sinon tu vas être censuré et tout. Donc je suis vigilant. Là-dessus, moi, je vais dire qu'il faut respecter les générations. Tu ne peux pas demander ou imposer, et ça, c'est un papa qui l'évoque, que une jeune fille de 20 ans est en expérience, et nous, on est une génération vraiment privilégiée parce qu'on a vu les changements. On a vécu l'avant et on voit cette évolution technologique et ces changements dans la prestation, dans les nouveaux métiers, dans les anciens métiers qui n'est pas. On a vécu pas mal de choses, nous, sur cet essor technologique et social de ces, on va dire, à les 50 dernières années, depuis la génération de nos parents ou ceux d'avant. On est des spectateurs privilégiés, chose que ne sont pas nos enfants. Nos enfants, tu vois, c'est comme si tu me disais, les footballeurs, ce sont des vendeurs de rêves. Non, et là, une fois de plus, je vais te dire, c'est nous, notre rôle en tant que prestataire, en tant que parent, en tant qu'ami, en tant que je ne sais quoi, de sensibiliser son prochain sur la responsabilité individuelle qu'on a. À un moment donné, on dit, par exemple, je vais te prendre l'exemple sur un club de la capitale. Bon, vous m'excuserez, les autres clubs, en fait, les supporters. Et il n'y a pas de jugement là-dessus, mais on désigne comme Mbappé, pas le citer. Certains disent c'est un scandale, l'argent qui touche, etc., etc. Mais à un moment donné, il faut avoir une vision économique. Il y a, en termes de professionnels, dans ce club, une vingtaine de joueurs professionnels qui sont payés, ça va de à peu près, il me semble, de 300 000 jusqu'à Mbappé qui dépasse les 2-3 millions par mois. Mais on ne parle pas de l'activité économique que génère ça. C'est-à-dire que le consommateur, lui, il achète combien le maillot de Mbappé? Véridique, j'y étais jeudi dans les boutiques. 180 € le maillot, un morceau de tissu. Les abonnements au niveau de la télé, les droits d'image, nanana, etc. Tout ça, toute cette économie, qui génère cette économie si ce n'est pas le consommateur? Qui accepte de payer 180 € ceci, 180 € cela? Combien les supporters changent de maillot chaque saison? Pourquoi les clubs changent de maillot chaque saison, si ce n'est pour générer l'économie, etc. Et qu'à un moment donné, finalement, les supports publicitaires, ce sont les joueurs, leur talent. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à un moment donné, et je veux dire, c'est la même chose pour les youtubeurs. Ils répondent à un besoin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un besoin d'évasion du consommateur. Parce qu'en fait, il est tellement, entre guillemets, timoré par le quotidien et le rythme, etc., qui justement, il est rentré dans un cercle vicieux et où il doit, on va dire, assumer sa consommation, mais donc travailler plus pour avoir plus de loisirs, de divertissement. À aucun moment, il y a la notion de savoir. Parce que si on commence à savoir et à se raisonner dans notre consommation, qui c'est qui va mettre 180 €, c'est-à-dire 10%, plus de 10% d'un SMIC brut?
On se rend compte qui 300 € la place pour aller voir un spectacle de 2 heures. Un spectacle. Non mais soyons, on va dire, proportion gardée. Arrêtons de responsabiliser autrui, alors que nous pouvons changer ça à titre individuel, avec le savoir, de dire, ok, est-ce que c'est 180 €? Est-ce que je peux faire autre chose avec? Ou, ben non, je vais juger celui qui va gagner 4 millions. Mais Mbappé, grâce à lui, ils remplissent les stades. 80 000 places, 50 000 places, etc. À 300 € le billet par moment, ou minimum à 100, 120, 150 € le billet. Faisons le calcul des recettes. Et finalement, on s'aperçoit qu'il est sous-payé, ce mec. Mais tu sais, je vais te dire un truc, moi, là-dessus. J'ai pas de problème avec ça. Toi, j'en discutais ce midi avec un ami, là. Je dis, ouais, j'ai pas de problème avec le fait qu'il y ait des gens qui gagnent de l'argent. Moi, ça me dérange pas, quoi. Le problème, et je vais reprendre tes termes encore une fois, est-ce qu'il y a une intention éthique derrière ça ou pas? Moi, tant que ça reste éthique, tout ça, enfin, moi, j'ai aucun problème avec ça. Je veux dire, tu peux devenir millionnaire demain, j'en ai rien à faire, c'est pas mon problème. Et je porterai pas de jugement là-dessus et je serai pas jaloux non plus là-dessus. Qu'on s'entende bien, tu vois, parce que peut-être que je me suis mal exprimé tout à l'heure par rapport à cette notion-là. Mais en vrai, moi, ça me pose aucun problème, tu vois, parce que c'est vrai que c'est assez franco-français quand même, faut le dire. Quelqu'un qui gagne de l'argent pour un Français moyen, on va dire ça comme ça devient suspect, on se dit c'est pas normal, il est magouillé, tu sais, des trucs comme ça. Parce qu'on nous a éduqués comme ça. Mais oui, on a été éduqués comme ça. Et c'est vrai que dans des pays comme les États-Unis, je prends cette référence-là parce que c'est assez significatif, mais dans ces pays-là, tu gagnes beaucoup d'argent, bah, on est fiers de toi. On se dit, c'est bien, tu mérites, c'est que forcément, tu as fait quelque chose pour ça et bravo, quoi. Ce ne sont pas les mêmes modèles, les modèles sociétaux. On parle vraiment d'une économie, d'une société, des schémas sur lesquels il y a des contraintes. On va débattre pendant 24 heures, donc il faut réserver. Et puis tu as raison, c'est pas le but. Hein, mais c'est intéressant dans le sens où, à un moment donné, il faut être lucide juste sur une chose. C'est-à-dire que quand on jalouse, c'est vrai que nous, latins, on est dans une culture où on va plus, on va dire, jalouser plutôt que s'inspirer. Ouais. Mais pourquoi? Mais parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas qu'on est capable de faire aussi bien. Parce qu'on nous dit l'inverse depuis le départ. Que vous êtes pas capable d'évoluer, etc. On ne va pas refaire l'histoire, mais avec les inégalités qu'il y a, ne serait-ce qu'entre les hommes, les femmes, même fonction, même tâche, etc. À un moment donné, être lucide de tous ces points d'actualité, qu'à un moment donné, quelqu'un qui se pose la question, pourquoi il touche ça? Ok, c'est parce qu'ils vendent du spectacle. Il faut se poser la question juste, c'est-à-dire que pourquoi les gens vont se divertir au stade? C'est uniquement ça. Pour lâcher prise, décompresser de leur semaine. Exactement. C'est du divertissement. Exactement. C'est vrai qu'on pourrait en débattre pendant des heures là-dessus et c'est pas l'objet parce que c'est vrai que je t'avais dit voilà, on fait un live d'1 heure et je vois qu'on dépasse l'heure et il y a des gens qui commencent à nous quitter. C'est dommage, mais c'est super intéressant. Ceci étant dit, parce que c'est vrai qu'on a un petit peu dévié le sujet à un moment donné, parce que le cœur du sujet de ce soir, enfin de ce jour, en tout cas, c'était sur la data. Est-ce que tu proposes comme concept par rapport à ça? Alors justement, si on veut en savoir plus ou tout au moins te contacter, il y a un lien qui défile en bas de l'écran pour ceux qui nous regardent, ou en tout cas qui est mis en description de cet échange que nous avons ensemble. Et puis, éventuellement, si vous n'avez pas le temps de noter ou si vous oubliez ou si vous perdez le papier, vous avez noté ça, vous me contactez directement et je me ferai un plaisir de vous transmettre les informations par rapport à l'activité de Kevin, qui a eu la gentillesse de vouloir intervenir avec nous aujourd'hui. Donc, c'est super cool. Merci beaucoup, Kevin. Un dernier mot, peut-être, tu veux rajouter un truc? Non, merci tout simplement. Merci pour cet échange. Et après, à la disposition de
des personnes à qui ça parle, ça intrigue, ça questionne, même s'il n'y a pas de questions bêtes. Il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de sollicitation sur lequel on va déranger ni quoi que ce soit. C'est rendre accessible finalement une information qui est à la portée de tous, mais qu'on ne sait pas qu'elle est là. Je suis juste finalement, on va dire, comme un moyen, un tunnel d'information, ni plus ni moins. Je ne suis pas un conseiller, je ne veux pas promouvoir un produit, voilà, c'est juste développer, initier l'accès à l'information de façon à être maître de ses actions et finalement à prendre le contrôle un petit peu sur nos objectifs finalement. Et le succès finalement, comme tu l'as dit, ça doit pas être c'est là où on se perd, ça ne doit pas être un objectif, mais ça doit être une conséquence de notre compréhension de notre savoir. Et finalement, on se rend compte que finalement, le résultat n'est pas le plus beau le plus beau, mais ça va être le chemin comme parcours pour arriver à ça. Et finalement, la conséquence, tant mieux. Elle apportera le succès, il n'y a pas de problème. C'est magnifique, j'approuve complètement ce que tu viens de dire, donc merci. Merci encore Kevin. Et puis, on se dit à très bientôt. À très bientôt, au plaisir, et merci encore. Si vous avez apprécié cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner à Les Néo-Vidéo Marketeurs. Votre avis compte énormément pour moi. Alors, si vous avez un moment, laissez-moi un commentaire. Vos retours sont précieux et m'aident à améliorer constamment le contenu que je vous propose. Et enfin, si vous pensez que ce que vous avez entendu aujourd'hui pourrait intéresser d'autres personnes, n'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux préférés. En partageant les néo-vidéo marketeurs, vous m'aidez non seulement à atteindre un public plus large, mais vous contribuez également à créer une communauté plus forte et plus informée autour du marketing vidéo. Encore une fois, merci d'être là, merci pour votre écoute et votre soutien. Restez inspirés, continuez à innover et rappelez-vous, la vidéo est un outil puissant qui peut transformer votre entreprise.